Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook. Envie de commenter l'actu ou de lâcher un simple coup de gueule? C'est le moment de vous exprimer avec Droit Citoyen. C'est quartier général, c'est quartier général. Prenez la parole sans plus attendre et composez le 09 72 262 462. Allez, respirez et décompressez. Composez le 09 72 262 462 et déposez votre message dès maintenant sur le répondeur qui redonne la parole aux citoyens. Une émission animée par Vincent Bach. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info. Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes en direct, nous sommes le samedi 4 avril et il est 21h et nous sommes en direct avec ce soir Linda avec moi. Bonsoir Linda, ça va bien? Je vais refaire un petit coucou parce que je t'ai pas allumé ton micro, allez. Je redis bonsoir alors. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que tu veux bien me donner mes fiches parce que je me suis précipité au micro en lançant le direct et forcément j'ai oublié mes fiches et ça c'est un peu dommage de commencer une émission sans ces fiches. Merci, en tout cas bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes en direct sur Facebook Live pour le 8e épisode de l'émission Quartier Général spécial coronavirus et ce soir le titre de cette émission c'est le coronavirus va-t-il nous rendre fous? Et va-t-il nous rendre fous justement, Linda? Et à quel point va-t-il nous rendre fous? Voilà, tout à fait. Alors justement, tu as une petite idée ou pas? Alors, oui, quand même, ne serait-ce en commençant par le gros terme qu'on a tous eu dans les oreilles un peu partout, c'est l'état de psychose. Alors, la justement, fameuse psychose ambiante, bien nourrie par nos médias, par nos chiens de garde, par notre gouvernement, et qui a bien mis tout le monde dans un état anxiogène et qui a d'ailleurs permis de nous asservir, je dirais quand même dans un certain sens, pour nous remettre bien la tête dans le seau, nous rendre assez obéissants et nous faire accepter aussi le confinement, alors qu'il y aurait peut-être eu possibilité de faire un peu autrement. Alors mais bon, ça marche. Voilà, et on va commencer justement par faire un petit coucou à Nicolas Farskas qui s'excuse de ne pas être là ce soir, qui est malade. Bonjour Nicolas. Et qui se repose tranquillement, donc on lui fait un petit coucou de face à la caméra. Et on va faire aussi un petit coucou à Ouda Pinko qui est en théorie ma co-animatrice de l'émission Quartier Général, qu'on enregistre tous les vendredis mais qui avec le confinement est proche de ses enfants. Voilà, donc je voulais faire quand même une entrée de matière justement parce que cette semaine elle a été chargée en polémique. Et comme on aime bien les polémiques, justement on va peut-être pouvoir commencer par la plus populaire des polémiques, c'est celle du préfet l'Allemand. Ah oui. Alors ça justement on va pouvoir faire rappel sur l'état de psychose. C'est les propos justement qui ont choqué du préfet allemand. Est-ce que tu te souviens ce qu'il a dit mot pour mot? Non, pas mot pour mot. Bon, non. En fait, il avait dit quoi exactement? Il avait fait un lien entre les admissions en réanimation et le non-respect du confinement. Oui, et comme quoi les gens qui étaient donc à l'hôpital et qui étaient morts sont les gens qui n'avaient pas respecté le confinement. Donc là, je pense que donc, merci Monsieur le Préfet allemand de ne pas du tout prendre en compte tous les gens qui sont obligés d'aller travailler, notamment lui-même d'ailleurs, et qu'en fait, non, le confinement n'est pas du tout pour tout le monde, c'est toujours 2 poids 2 mesures. Donc voilà, c'est quand même assez inique. Après sa fameuse petite phrase par rapport aux gilets jaunes, nous ne sommes pas du même camp, madame. On voit très très bien où il se positionne et il se positionne pas du tout par rapport au peuple. Et ses excuses étaient quand même très 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 vaines et surtout que pour le préfet allemand faire des excuses, je pense pas que ce soit très naturel pour lui. Non. Et à quel point il a dû se faire taper la casquette. Apparemment, pour en ça a faire. embarrassé beaucoup de monde au sein du gouvernement. Oui. Et beaucoup d'hommes et de femmes politiques demandent sa démission. Ça, c'est pas la première fois déjà pour ce qui est de l'extrême droite. Souvent, ils réclament les démissions. Mais là, pour une fois, je veux dire, là, ça a été de concert entre les élus de gauche et de droite et des extrêmes, justement, qui réclament la démission du préfet l'Allemand. Alors, sachez que ce soir, on est en direct et merci à tous pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live puisque l'émission, elle sera pas diffusée ce soir sur la web radio puisqu'on a eu un petit couac technique.
Mais sachez que nous sommes en direct sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen, la page Facebook qui porte le même nom, que vous pouvez partager également sur vos pages, groupes et profils, mais également que vous pouvez commenter, parce que nous, on attend vos réactions. Et d'ici quelques instants, on va accueillir justement le docteur Franck Enjolras. Alors, je m'excuse pour écorcher le nom, j'ai pas trop l'habitude. Est-ce qu'il nous entend ? Oui, je vous entends. Bonsoir à tous les deux. Alors, bonsoir Franck et bienvenue sur l'antenne de Droits Citoyens. Alors, pour dire, c'est Franck qui est psychiatre et docteur en anthropologie. Exactement, oui. Voilà. Et ce soir, on va parler justement de la thématique « Le corona va-t-il nous rendre fous ?» Il y a matière à dire. Alors, il y a matière à dire, oui, je crois, oui. Est-ce qu'il va nous rendre fous c'est une. Alors, je ne sais pas si c'est forcément le psychiatre qui devrait répondre ou l'anthropologue à cette question, parce que je pense que dans les deux cas de figure, il y aurait des possibilités de réponse. Enfin, je dirais juste une chose pour l'introduction, c'est que ça nous permet, cette psychose, de penser de manière rapide à ce qui se passe au quotidien, parce que évidemment cette crise n'est pas qu'une crise sanitaire, elle est une crise avant tout politique et économique, et à ce titre, je crois que on a beaucoup de choses à dire sur les effets des prises de décisions politiques, et notamment de la part de nos pouvoirs publics. Et donc je pense que la psychose, elle est à regarder plutôt d'un point de vue social que d'un point de vue clinique, mais j'essaierai de vous en dire quelques mots aussi d'un point de vue clinique, parce que les patients que je continue à voir depuis le début du confinement m'apportent une lecture très éclairante de cette situation, et je crois qu'il y a matière à les écouter tous autant qu'ils sont, et ils m'apportent chaque jour une réflexion nouvelle sur cette crise. C'est pour ça que je parlais de cette rapidité de réflexion, parce que chaque jour j'ai le droit à une anecdote qui m'impose cette réflexion face à cette situation. Oui, puis j'imagine que tu te prends cette réalité vraiment en plein dans la figure quotidiennement. Mais avant d'en arriver peut-être au cas plus particulier, c'était plus aussi avoir une vue d'ensemble par rapport déjà aux hôpitaux psychiatriques. Parce que pour avoir un petit peu vu aux informations, c'est déjà pas le lieu dont on parle le plus. C'est-à-dire que pour l'instant, les EHPAD prennent beaucoup de place. Alors, il y a même une sorte de hiérarchie, on va dire les EHPAD, les hôpitaux, les prisons. Voilà, c'est un petit peu comment on voit la société, c'est-à-dire vraiment les marges, les vieux, les fous, les prisonniers, et comment on les traite. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans une très bonne société et qu'on n'est pas du tout dans une démocratie, tout simplement. Mais que les hôpitaux psychiatriques en ce moment se prennent vraiment de plein fouet le corona. Et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, de ce que je peux en dire, ne travaillant plus à l'hôpital depuis quelques années, mais ayant quand même quelques amis qui travaillent encore, voire en écoutant un petit peu les informations qu'on peut entendre concernant la situation des hôpitaux psychiatriques, je crois qu'elle est à l'image de ce qui se passe, c'est-à-dire que l'hôpital était, et on l'a entendu ces derniers mois, en crise, et l'hôpital psychiatrique l'est depuis un certain nombre d'années, et je l'ai quitté en raison notamment de cette situation de crise, parce que le travail était devenu complètement intenable. Oui, le fameux parent pauvre de la médecine. Pardon ? Ouais, fameux parent pauvre de la médecine. Oui, la psychiatrie a toujours été le parent pauvre de la médecine. Il suffit de faire un petit tour des budgets qui sont alloués à la psychiatrie, et ces dernières années, on puise dans les budgets de la psychiatrie pour financer le reste de l'hôpital public, qui est déjà en grande souffrance d'un point de vue budgétaire depuis des années. Et donc la psychiatrie qui souffre à la fois de manque de moyens, mais aussi de personnel qualifié, parce que depuis des années, on observe, alors je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais il y a une hémorragie considérable des professionnels qui ont été formés à la psychiatrie il y a quelques années, et on a laissé les mains, enfin on va dire de l'hôpital psychiatrique pour une grande partie, là je dis bien une grande partie, je vais pas non plus généraliser, mais il y a quand même une grande partie des services qui ne sont plus organisés par des psychiatres, par faute de moyens et par décision politique de mettre un certain nombre de psychiatres à l'écart du fonctionnement de cet hôpital. Donc on laisse les personnes les plus démunies de notre société, en l'occurrence les malades mentaux, aux mains de personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais pas forcément non plus les compétences. Et c'est une illustration assez claire de tout un système qui dysfonctionne depuis quelques années dans la gestion des soins qu'on peut apporter à la population en général. Moi, je vais pouvoir faire un parallèle justement avec un rapport qui a été accablant en mars 2018
sur le service psychiatrie du CHU de Saint-Étienne, Adeline Hazan, qui était revenue justement sur une étude qui avait été faite en psy, pour lequel justement le CHU de Saint-Étienne avait été lourdement épinglé. Et moi-même qui travaillais donc au sein des urgences, puisqu'on accueille les personnes qui sont en SPDT en urgence pendant un certain temps, parce qu'il n'y a pas forcément des lits qui sont disponibles aux urgences psychiatriques, et forcément des fois ils attendent très longtemps. Au sein des urgences, ça avait causé quelques problèmes puisque ces personnes sont contenues et que de fait, quand on reçoit des gens pour divers traumas, que ce soit aux urgences fonctionnelles ou aux urgences graves, bah forcément les gens ils sont un peu estomaqués de voir des gens qui sont contenus au sein des urgences même, et ça montrait déjà un problème de souffrance au sein même des urgences psychiatriques et des unités de psychiatrie du CHU de Saint-Étienne. Donc ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais je pense que la contention physique est le symptôme, enfin le symptôme même. Alors, quand je dis ça, il y a des situations mais très exceptionnelles où on peut en arriver parfois à contenir les patients, mais je dis bien de vraiment très très exceptionnelles. Dès lors qu'on a des moyens, mais surtout un cadre de pensée, une manière de s'occuper des malades, la contention est complètement dépassée comme moyen de gérer des patients. Surtout que c'est assez traumatisant quand même pour ceux qui font l'objet d'une SPDT. Exactement, oui, mais quand on a... Alors, il y a une explosion ces dernières années à la fois des moyens de contention et à la fois des hospitalisations sous contrainte. Je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais on a de plus en plus d'hospitalisations sous contrainte avec ces moyens coercitifs, notamment parce que la qualité des soins et notamment des acteurs présents en première ligne en psychiatrie ne sont plus capables de faire face aux besoins, à la fois par manque de moyens, mais aussi par manque de compétences, parce que les psychiatres qualifiés qui avaient un savoir-faire, qui avaient un savoir, qui était étoffé depuis un certain nombre d'années, enfin tout ce qu'on appelle la politique de secteur, enfin si on rentrait dans les détails, ça prendrait un petit peu de temps, mais le système de santé mentale était organisé depuis une vingtaine d'années sur un dispositif qui était plutôt assez équitable, avec des moyens, avec des gens compétents qui pouvaient répondre à la demande. C'est complètement ratatiné ces dernières années, et quand on ratatine les moyens, le premier symptôme, c'est le rapport de force qui s'établit entre des soignants démunis et des malades toujours malades, et le moyen de réponse est simple de chez simple, et c'est la contention. Quand il y a rapport de force égale contention. Et la situation que vous décrivez, qui avait fait la une des journaux nationaux à Saint-Étienne, où les conditions étaient déplorables, mais je pense que disons, adapté aux moyens. Évidemment monté en épingle de CHU de Saint-Étienne, mais je pense que la même situation s'observe dans énormément d'autres services en France. Oui, et puis pour donner un petit chiffre, c'est que là, sur les dernières années, au niveau des maladies mentales, on décompte, c'est plus d'une personne sur 5 par an est touchée, à la louche, tout le monde, enfin, je veux dire, toutes les maladies mentales, par rapport au cancer, qui est une personne sur 10 par an. Donc, c'est quand même énormément de personnes qui, à un moment donné, se retrouvent confrontées par rapport à la maladie mentale. Oui, alors après, évidemment que là-dedans, il y a des gens qui ont besoin de soins, qu'on va dire ambulatoires, donc sans forcément d'hospitalisation, mais évidemment qu'il y a des gens qui ont encore besoin, du fait de la gravité de leurs troubles, d'un lieu d'hospitalisation de plus ou moins longue durée, parce qu'on ne sait pas forcément soigner tous les gens, malgré les avancées médicamenteuses, malgré un savoir-faire en perte de vitesse. Il y a des gens qui ont quand même besoin de soins hospitaliers, et aujourd'hui on voit bien comment la manière d'accueillir ces gens se dégrade à une vitesse catastrophique. Alors pour des raisons, je crois, qui sont... Enfin, comme on est quand même sur une émission coronavirus, on risque de dériver sur le malaise de la psychiatrie, mais on a une discipline qui est en difficulté, pas que pour des problèmes non plus économiques. En fait, le problème, c'est aujourd'hui, avec le coronavirus, le confinement, il y a beaucoup de gens qui vont péter un câble, et ça commence déjà. Entre ceux qui, justement, sont obligés de faire du télétravail avec les gosses à domicile, il y a les personnes qui sont obligées de subir les travaux du voisin. Il y a beaucoup de choses. Oui. Alors, peut-être que si on va dans le sens de comment les échos que j'ai eus localement, là où je travaille, comme je travaille
en lien avec les hôpitaux publics de manière assez régulière, avec les urgences, etc. La première réaction, ou la première action qui a été menée, alors sur la plupart des services médicaux, mais aussi, et plus particulièrement psychiatriques, il a été décidé de fermer les services, de fermer les CMP, donc les centres médico-psychologiques, qui sont les lieux de consultation, pour les réduire au minimum du minimum. Donc sous-entendu, alors je pense que c'est sur décision des pouvoirs publics qui a imposé à tous les responsables de ces services de fermer leurs lits. On a vidé complètement l'hôpital psychiatrique localement, là où je travaille. Il restait quelques malades dans les lits. On se demande dans quelle mesure on est capable de faire ça, mais donc on a renvoyé les gens chez eux et on a fermé les services de consultation. On a renvoyé... que ça serait forcément des lieux de contamination, mais on a pris cette décision et on a laissé les gens plus ou moins dans la nature, en se disant, bon, on va attendre 15 jours de confinement, mais tout le monde était persuadé que le confinement n'allait pas durer 15 jours, donc il y avait quand même une décision qui émanait de nos politiques, qui était on va tout concentrer sur l'épidémie, en détricotant complètement le système de santé, et en l'occurrence le système de santé mentale. Et aujourd'hui, si vous avez un problème de santé mentale, pas forcément de l'urgence, vous n'avez quasiment aucun endroit de service public où consulter. Je dis quasiment parce que voilà, j'ai pas la carte établie de comment les choses ont été gérées, mais j'ai un autre écho en Normandie où de la même façon, ils ont fermé la plupart des services pour aller concentrer quelques consultations dans un même lieu, dans une même salle d'attente, avec des professionnels qui travaillent les uns sur les autres et qui déjeunent dans une petite cuisine tous ensemble. Donc au lieu de préserver quand même un accueil de première ligne, en prenant évidemment quelques dispositions pour éviter la contamination, on a pris une décision complètement rocambolesque de tout fermer. Et c'est ce qu'on observe pour tous les problèmes de santé en général aujourd'hui. Tout est concentré sur le coronavirus, mais tout le reste a été arrêté. Donc vous citiez le problème du cancer. Je vous dis pas le manque de chance. On parle de perte de chance en médecine par rapport à la prise en charge. Si vous avez un cancer qui s'est déclaré il y a 10 jours, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts de savoir comment les choses vont être prises en charge. Donc on est dans cette logique là depuis le début de cette crise sanitaire, c'est qu'on a décidé de fermer l'accès aux soins pour une grande partie de la population, pour tout concentrer sur le coronavirus, mais pour une raison toute simple, c'est qu'on n'avait pas anticipé les choses à hauteur de ce que ça pouvait représenter, et que l'hôpital, déjà en souffrance depuis des années, ne pouvait pas répondre dignement à cette crise si les politiciens les politiques n'avaient pas pris des dispositions, en l'occurrence notre gouvernement, des dispositions beaucoup plus rapides. Mais du coup, les patients sont où là quand tu dis que tout est fermé? Alors justement, je vais vous faire un petit, je vais peut-être rebondir là-dessus parce qu'il y a José qui nous envoie un petit message. On a quand même pas mal de messages ce soir, justement José qui du côté d'Angoulême, je crois, ou de Royan, je sais plus, qui nous dit justement que au CHS d'Angoulême, l'hôpital psy, ils doivent fermer 2 services, ils doivent mettre 28 personnes en famille d'accueil. Voilà, c'est ma question. C'est où vont ces patients? Ils retournent dans leur famille? Quel est leur suivi? On les laisse dans la pampa comme ça? Comment se fait le suivi médicamenteux aussi? Je n'ai pas la réponse, si ce n'est que, alors en ce qui me concerne, quand les décisions ont été prises, moi j'ai pris pour partie de maintenir mon activité moyennant des aménagements. Évidemment, en évitant la contamination, en ayant toutes les mesures adéquates, sachant que, n'étant pas un lieu de consultation collective, c'était plus facile en ce qui me concerne, mais maintenir une sorte de continuité des soins s'imposait en ce qui me concerne par rapport aux patients que j'avais, quitte à aller voir en téléconsultation. Bon, ça c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et de maintenir le cap. Pour ce qui est des services et où sont les patients, on peut se poser la question. Alors, retour à domicile, je pense que depuis des années, alors ça aussi c'est quand même un élément central de l'évolution de la psychiatrie et de ses défaillances, c'est qu'on a énormément et on compte énormément sur les familles pour pallier les carences de l'hôpital. Donc on renvoie de plus en plus régulièrement les malades chez eux, de plus en plus vite, et c'est les familles qui se sont organisées. Et je pense que s'il n'y a pas des malades à tous les coins de rue ou des gens, même s'il y a de plus en plus de sans domicile fixe qui sont d'anciens malades qui auraient dû être soignés, c'est bien parce qu'il y a un tissu associatif et familial extrêmement dense qui pallie à ces manques. Donc je pense que le système associatif et familial là est à bloc, et que les patients sont retournés dans ces conditions. Alors 10 jours, 15 jours, je pense que
ça peut tenir, mais on sait très bien que le confinement va durer minimum un mois et demi. Et puis la période du déconfinement aussi, qui va prendre du temps. Et donc, en plus, tu as tout à fait raison, avec les mesures de déconfinement, ça risque de prendre des semaines et des mois. Donc, qu'en sera-t-il des soins psychiatriques? Quelle va être la position à la fois des pouvoirs publics et des médecins responsables d'unités psychiatriques pour répondre aux besoins habituels dans ce contexte? Ça, j'en ai pas la moindre idée, mais il est évident qu'on ne peut pas rester sur cette situation avec une fermeture totale des lieux d'accueil de soins, des lieux d'hospitalisation. C'est une aberration totale concernant le droit d'accès à la santé. C'est une aberration totale. Donc là, aujourd'hui, pour l'accès aux soins, justement, les personnes qui vont ressortir un peu de son confinement, un peu avec des problèmes psychiatriques peut-être graves, puisque le confinement n'est pas quelque chose qui est facile à vivre, est-ce qu'on va être encore le premier pays à donner des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs aux Français? Alors là, je vais donner juste une lecture juste transitoire. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas besoin forcément de soins urgents, et alors c'est là où il est intéressant d'écouter la parole des malades dans cette situation de crise. J'ai un certain nombre de patients qui sont des gens qui le disent d'eux-mêmes. Ils disent, nous, on a au moins 3 ou 4 longueurs d'avance sur la population générale concernant le confinement. Ce sont des gens qui vivent confinés, ce sont des gens qui ont l'habitude de vivre reclus, qui sont souvent en marge. Donc, pour un certain nombre, alors j'ai observé ça au tout début là du confinement, ce qui était assez extraordinaire, des gens qui étaient vraiment pas très bien ces dernières semaines, avec cette espèce de renversement du monde où tout d'un coup les choses s'arrêtent, eux avaient comme une sorte de second souffle en disant, d'une part, nous on connaît très bien le confinement, on l'a expérimenté depuis des années en raison de nos problèmes de santé, et deuxièmement, c'est comme si ce monde qui se mettait à ralentir était pour eux comme une seconde respiration. Et donc ça, c'était assez extraordinaire. Je pense que, voilà, il faut pas non plus généraliser là-dessus, mais j'ai eu beaucoup de discours dans ce sens-là de malades qui ont soit des maladies psychiatriques graves de type schizophrénie ou alors des troubles de personnalité importants, des gens qui ont été hospitalisés à plusieurs reprises. Il y avait comme une espèce de une grande bouffée d'air frais pour eux qui était assez remarquable. Alors est-ce que ça va durer dans le temps? Il faut pas non plus exagérer, mais c'est quand même un truc assez inouï du monde qui s'arrête autour d'eux. Ces gens sont toujours à courir derrière le monde ou en marge du monde, et là le monde se met à hauteur de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent, à savoir rester chez soi, pas faire grand-chose, etc., etc. Mais c'est dur de ne pas faire grand-chose quand même, il faut pouvoir s'occuper. Oui, mais eux ont cette aptitude pour un certain nombre. Pour un certain nombre de gens, voilà, qui ont des troubles graves, qui ont cette habitude alors, je pense que c'est passager, hein. La maladie ne va pas s'arrêter parce que le monde s'est renversé, sinon on serait dans des théories qu'on a eues il y a quelques années avec Deleuze et Guattari ou sur l'organisation psychotique de notre monde. Donc si notre monde psychotique finit par s'arrêter, les psychotiques en tant que tels vont se sentir nettement mieux. C'est un petit peu ce qu'on observe. Alors là, ce que je vous dis est un raccourci des théories deleuziennes, mais notamment par rapport au livre qu'il avait écrit avec Guattari, mais on observe quand même ça. Enfin, dans les discours que j'ai pu avoir ces derniers jours, j'ai pu noter cette sorte de relâchement transitoire. Mais c'est marrant c'était parce des gens que qui étaient déjà assez stabilisés. Pour ceux qui sont déstabilisés, évidemment que l'accès aux soins, le problème de leur prise en charge va se poser dans les semaines qui viennent. c'est marrant ça passe. Enfin marrant. Disons que ça rejoint quand même la situation d'amis qui sont chômeurs ou même ma propre situation en tant qu'artiste où j'ai l'habitude de travailler chez moi. Enfin, ça change pas grand-chose à ma vie d'artiste fauché, comme je dis souvent actuellement. Mais pour des artistes, pour des personnes au chômage, c'est pareil, c'est qu'ils me disent, mais moi, ça change pas grand-chose à ma vie. Et je pense que pour beaucoup d'ailleurs, c'est aussi sans doute une espèce de soulagement de ne pas se sentir à ce point-là hors société, avec ce regard de la société qui les juge sans cesse. Là, ça remet un peu tout le monde un peu au même niveau, effectivement. Oui, alors de la même façon, alors si on va sur le terrain, par exemple, de l'angoisse, j'ai beaucoup de patients qui ont des gens qui ont des manifestations anxieuses prononcées.
notamment les jeunes gens, les adolescents, dans leur rapport à la scolarité, le système scolaire comme il est organisé, la pression des parents, etc., etc. Et là, par cette soudaine, alors suspension, parce que même s'il y a encore des cours à domicile, etc. Ouais, mais je pense que c'est assez certains ont l'impression que le train de la vie, parce que le train de la vie, il est toujours en marche, c'est soit vous montez dedans et voilà, soit vous restez à quai. Et là, pour la première fois quand même, à l'échelle planétaire, le train s'est arrêté. Donc le train s'est arrêté, donc c'est soit ils vont pouvoir remonter dans le train, soit ils ont un certain nombre de personnes qui étaient dans le train qui vont descendre à leur niveau et vont se mettre à quai. Et je trouve l'image assez extraordinaire. Alors c'est, on va dire, les bienfaits de ce confinement entre guillemets, mais c'est juste pour dire que oui, parce que il y a ceux qui ne monteront jamais dans le train. Mais enfin, c'est à la fois on va pas se satisfaire de ce confinement quand je dis ça, mais c'est pour illustrer un petit peu comment des gens avec des grandes difficultés peuvent vivre ce moment très spécial où on est évidemment avec une privation de droit quand même extrêmement marquée, avec cette privation de liberté, mais pour certains c'est un effet, comme tu le disais très bien, sur des personnes en situation de chômage ou des personnes avec des troubles mentaux qui leur imposent soit d'être en arrêt régulièrement, soit qui ne travaillent pas et qui bénéficient d'une allocation adulte handicapé. Là le monde se met un petit peu à leur niveau. Et on dira que c'est peut-être un peu, l'exagération de la vie moderne, cette vie moderne qui n'arrête jamais, qui est partie dans un rythme effréné et qui finit par ralentir. Peut-être qu'en même temps, les dégâts qu'elle peut faire à certains moments chez certaines personnes est partiellement limité, transitoirement. N'allons pas rêver, ça va pas. Les choses vont vite revenir au galop dans quelques temps. Mais est-ce qu'il faudra un temps d'adaptation quand même avec des discours. Franck plutôt positif, je sais pas si au sens de leur vécu. Ils n'étaient pas là à applaudir des deux mains parce qu'on était tous confinés chez nous, mais quand même, on observe des choses assez exceptionnelles. Et d'autant plus, c'est petite anecdote là, c'était un article que je lisais et c'est dommage parce que j'ai oublié mes petites références, mais d'un médecin là, qui tient aussi, qui est psychiatre. Et qui tient un blog et qui écrivait notamment dans sa structure qui est un hôpital qui apparemment lui n'a pas été vidé pour le coup. Alors il y a des personnes en moins quand même côté patient qui ont pu sortir, un peu moins de personnel aussi, mais ils ont restructuré leur façon de travailler avec les patients, notamment remettre les fameuses blouses. Il disait que remettre une certaine hiérarchie, mais donner plus d'espace, entre guillemets, espace de liberté à leurs patients. Et qu'il y en avait quelques-uns qui étaient pas avec de trop lourdes pathologies, qui disaient en rigolant un peu ironiquement, comme quoi ils avaient l'impression pour une fois d'être à l'hôtel dans leurs hôpitaux, dans cet hôpital-là. Parce qu'effectivement, pour le confinement, ils ne sortaient plus de leur chambre, mais on leur apportait leur petit déjeuner, leur repas, et qu'en plus, ils avaient même droit de fumer dans leur chambre, alors accompagnés certes, mais qu'ils pouvaient fumer à l'intérieur. Voilà. Non, mais ça témoigne de manière assez marrante de comment le monde est devenu un peu fou aujourd'hui, par rapport à cette situation, et comment les choses se renversent. Alors, et pour le coup, pas complètement au détriment des plus démunis que sont les malades mentaux, mais attention, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a ces effets positifs transitoires, mais il y a quand même une problématique générale qui est qu'on a décidé ouvertement, du fait de cette crise et du fait du positionnement des pouvoirs publics, d'arrêter, de limiter, mais drastiquement, les soins à ces malades et leur possibilité d'accès à des soins sur les jours, les premiers jours du confinement. Et ça risque de durer si les gens ne prennent pas une certaine position. Et quand je dis les gens, les professionnels de santé qui vont aller un peu à l'encontre de ce qui nous a été imposé. Et quand je dis imposé, je pense qu'il y a eu plusieurs niveaux d'imposition. Le premier niveau d'imposition, évidemment, c'est cette position juridique et administrative de la part des pouvoirs publics qui nous a confinés chez nous, avec la possibilité de sortir pour une possibilité d'accès aux soins, sauf que l'intitulé est tellement ambigu et on a tellement insisté, comme tu le soulignais au départ, sur ces peurs, on a tellement fait peur à la population sur l'épidémie que... Ah oui, puis ça marche. Oui, alors... Évidemment qu'il ne faut pas négliger le potentiel dangereux de ce virus, mais on a tellement asséné des discours paradoxaux et contradictoires
que les gens restent chez eux, les gens ne veulent pas sortir même pour des problèmes de santé, alors qu'ils soient psychiatriques ou physiques. Et là, depuis quelques jours, ça fait à peine 15 jours qu'on est confinés, une vingtaine maintenant, vous avez des gens qui sont restés chez eux, qui avaient des douleurs thoraciques, qui avaient des maux de tête, et qui avaient certainement peut-être des problèmes d'angoisse ou de je ne sais quoi, et ils ont appelé les pompiers à la dernière minute. Certains sont morts, ou certains sont arrivés à l'hôpital dans des états catastrophiques. Donc ça veut dire que là aussi, on peut faire porter à nos pouvoirs publics la responsabilité d'avoir complètement tronqué les discours au point de limiter drastiquement cet accès, aux soins. Et je pense que ça, c'est vrai pour tout le système de santé. Ah Tous oui, les non, mais jours, oui, j'ai c'est entendu les des fameux gens dommages dire collatéraux, non, là, quand oui. même, je peux pas y aller. Là, quand même, il y a des priorités, c'est le Covid virus. Donc aujourd'hui, si vous avez de la température et si vous êtes un peu fiévreux, vous êtes un bon malade. Si vous avez un autre problème quel qu'il soit, gare à vous, parce que soit vous n'allez pas prendre la décision de téléphoner ou de vous rendre chez votre médecin ou aller aux urgences. Ouais, ça, on sera relégué bien après le Covid. Oui. Ouais. Donc on a créé un. Et d'ailleurs, ma petite question, c'est par rapport à ça. Bon, le Covid en priorité, mais à quel point toutes les personnes à un moment donné ont des degrés quand même différents de maladie de Covid. C'est-à-dire entre les débuts du symptôme et voilà, l'état vraiment où on ne peut plus respirer, il y a quand même il y a un laps de temps, on va dire. Mais sachant qu'entre les deux, il y a des personnes non atteintes du Covid, mais qui sont bien plus malades. Même là, il n'y a même plus de hiérarchie du tout. Oui. C'est Covid, quel que soit le niveau, quoi. On délègue aux gens, alors qu'on délègue, d'abord on délègue aux malades et on délègue aussi à la police. Enfin, là-dessus, ce que je je disais vous en dans dirai juste l'article. un petit mot après, mais quand on dit aux gens, c'est à vous de hiérarchiser ce qui est grave ou ce qui ne l'est pas, mais c'est là où on va au début des catastrophes, parce que le principe même, quand on va consulter, c'est qu'on ne sait pas forcément si ce qu'on a est grave ou pas. Et parfois, il y a des choses qui sont banales, qui s'avèrent en fait des choses extrêmement graves et qui justifient une prise en charge très rapide. Je vous donne juste un exemple. Un bouton un peu bizarre sur la peau, vous dites c'est qu'un bouton. Vous consultez pas, si c'est un mélanome, donc un cancer de la peau, on sait qu'en un mois, 2 mois, un mélanome peut faire des catastrophes dans l'organisme. Donc, notre système de soins est organisé avec cette tolérance qui est que les gens vont chez le médecin, parfois par excès, parfois par défaut, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire du dépistage. Et la hiérarchie, elle est organisée, on va dire, par un certain savoir, mais surtout par rapport à une qualité et surtout une ouverture à l'accès aux soins pour tous. Là, avec ces discours, avec ce confinement, évidemment qu'il y a les bons symptômes, les mauvais, et donc chacun, en son âme et conscience, doit savoir s'il prend le téléphone. C'est une hérésie totale. Alors tout à l'heure, il y avait Linda qui avait évoqué en antenne justement qu'il y avait des policiers apparemment sur la déclaration de certaines personnes qui déclaraient aller chez leur médecin et que des policiers disaient que ça n'enlevait pas de... Alors, c'était par rapport à ta tribune. tribune. J'ai un exemple et à la fois j'ai rédigé à ce titre une tribune qui est parue dans les. Donc ça c'est important ça de le dire. Oui, dans les médias nationaux il y a quelques jours et à travers 2 situations une qui concernait un ami qui est chirurgien sur Lyon, une début du confinement. Une patiente avait rendez-vous en consultation avec lui pour quelque chose qui n'était pas urgent. Elle a eu, on va dire, la sympathie de répondre au policier qui lui demandait, le policier outrepasse largement ses fonctions, regarde le document en question, le premier document qui nous a été fourni par l'État pour les déplacements, et c'était donc mentionné consultation médicale. Vous allez où? Pour quelle raison? Et elle, plutôt sympathiquement, explique que ce n'est pas très grave, c'est un contrôle post-opératoire ou je ne sais quoi, mais donc elle fait... Donc le policier est capable de diagnostiquer, de faire des diagnostics médicaux. Disons que les pouvoirs publics offrant la possibilité à la police de contrôler les gens de partout sur l'espace public pour tout et n'importe quoi, évidemment que le policier, et ça il y a plein d'études qui l'ont démontré, augmente leur pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire, c'est le pouvoir de choisir est-ce qu'on verbalise, est-ce qu'on verbalise pas, est-ce qu'on fait telle action ou telle autre. Oh oui, puis on a vu beaucoup d'abus à ce niveau-là. Oui, et donc là, la personne en question a été sommée de rentrer chez elle parce que le policier estimait que ça ne relevait pas de l'urgence, donc elle devait rentrer chez elle, et il a eu aussi la bonne idée de la verbaliser au passage. Non.
Mais je vous assure, enfin, quand j'ai écrit la tribune, j'ai demandé quand même confirmation à mon ami, je l'ai rappelé, je lui ai dit, c'était quelques jours avant, je lui ai dit, elle a bien été verbalisée. Il me dit, je t'assure, elle a été verbalisée, je te confirme, elle n'est pas venue en consultation. Donc ça, c'était la première situation. Et la deuxième, j'avais moi-même un patient qui venait en consultation ces derniers jours, un patient qui était pas bien du tout, qui était en état délirant. La famille m'avait demandé de le revoir en urgence, avait insisté, les deux parents, c'est un jeune homme qui a 25 ans, les deux parents insistent pour que je le voie en consultation. Je dis oui, il n'y a aucun problème, on va peut-être pas le faire passer tout de suite par les urgences, dans la mesure où je le connaissais depuis quelque temps. Il s'est fait contrôler par la police. Quand ils l'ont interrogé, bon, évidemment, vu le discours étrange qu'il leur présentait, ils l'ont laissé passer. Si par contre il n'y avait pas eu cette bizarrerie du discours, ils ne l'auraient pas laissé passer, probablement. Bon, il y a José qui est en train de nous dire sur lui, entre guillemets. Qui est en train de nous dire en direct justement qu'il faut mieux mentir à la police, dire qu'on va faire des courses au lieu d'aller chez le médecin. Alors, je ne sais pas quelles ont été les informations qui ont été données aux fonctionnaires de police par leurs supérieurs et par les préfets en question ces derniers jours, mais au tout début, c'était exactement comme ça que ça se passait. Enfin, c'est-à-dire que ils ont augmenté drastiquement leur pouvoir de choisir si on verbalise, si on laisse passer, si on laisse pas passer. Évidemment qu'en fonction, alors ça aussi, un certain nombre de chercheurs, enfin de sociologues qui se sont penchés sur la question, là, qui étaient en veille depuis quelques jours, se sont rendus compte qu'il y avait quand même un déploiement de forces de l'ordre dans certains quartiers plutôt que d'autres. Vous aviez des quartiers où les gens continuaient à faire leur petite promenade tranquillement, et puis à d'autres quartiers où vous étiez verbalisés pour tout et n'importe quoi. Donc on imagine que si vous sortiez avec votre papier et vous cochiez consultation médicale, il fallait faire preuve à la fois de bonne foi ou alors donner des éléments comme quoi vous alliez bien en consultation, ce qui est là aussi une aberration totale. Moi, j'ai plein de patients ces derniers jours là, qui vont venir en consultation la semaine prochaine, qui m'ont demandé une attestation, alors que c'est pas. Oui, d'avoir une double preuve. Un document supplémentaire venant soutenir leurs paroles pour être sûr de pouvoir traverser les filtres policiers. Même si, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont très disparates, ces filtres policiers, mais quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire valoir son droit à la santé et droit aux soins, on doit trouver des stratégies invraisemblables. Donc, vous avez intérêt à être, d'une part, pas trop malade, plutôt assez fin dans votre manière de, comme le disait peut-être la personne là qui suit l'émission, de jouer un petit peu avec le policier au sens tactique. Sinon, c'est même pas la peine. Donc vous imaginez bien qu'il y a plein de gens qui préfèrent rester chez eux et qui attendent la fin du confinement. Mais Franck, est-ce qu'un policier a le droit de demander pour quelle raison on va chez le médecin? Bien sûr que, dans la mesure où le décret est tombé d'une manière, il a été complètement, il a été catapulté à une vitesse grand V. Évidemment que non. Dès lors que vous avez coché votre truc, le policier normalement doit juste vérifier ça. Mais évidemment qu'avec la tension ambiante, l'excès de zèle d'un certain nombre de fonctionnaires de police, beaucoup peuvent s'engager dans une demande d'information. Je vous donne juste un exemple tout personnel qui n'a rien à voir avec la santé, mais j'allais faire des courses il y a quelques jours, je circule à vélo, le fonctionnaire de police m'arrête, un barrage à 5 minutes de chez moi à l'entrée du village, et il me dit, mais vous allez où comme ça? Je lui dis, je vais faire mes courses. Ah bon, vous circulez à vélo? Ah ouais, oui, on circule encore à vélo en France, on a le droit. Les vélos n'ont pas encore été confinés, oui. Et il a fini par me dire, ah oui, vous êtes en jean, donc c'est que vous n'allez pas faire du sport. Donc c'est pour vous dire comment, on a offert des pouvoirs aux policiers qui va apprécier à la fois votre bonne foi, à la fois si votre comportement est juste, et puis sans compter que si vous êtes blanc ou noir ou machin, je pense que les comportements policiers ne seront pas forcément les mêmes. Ah oui, non, mais j'en ai fait les frais aussi. Premier contrôle policier, je me suis fait contrôler parce qu'ils m'ont reconnu et j'étais gilet jaune. La police municipale. Police municipale que je vois en manif régulièrement ici, et en fait c'est pour ça qu'ils m'ont contrôlé. Et j'étais pas la seule dans la rue, mais j'étais la seule à être contrôlée à ce moment-là. Mais du coup, là, par rapport à ça, on est sur la police. Je vais faire une toute petite digression par rapport à ce qui se passe dans les prisons. Parce que là, au 31 mars, alors grosso modo... tout à l'heure, tu avais dit qu'il y avait 303 personnes du personnel et détenus, compris, qui ont été testés positifs.
Il y avait 2500 à peu près personnes de cas symptomatiques. Apparemment, on ne sait pas à quel point la maladie est là. Et surtout, 1er avril, il y a eu un surveillant qui est mort à la prison d'Orléans-Savant. Sachant que comment est la surpopulation dans les prisons, j'imagine que le confinement, où il y a beaucoup de choses qui ont fini par être éliminées aussi, parce qu'il y a des personnes qui se mettent côté personnel en droit de retrait, en fait, qui ne sont plus là. Mais d'être à 2, 3, 4, dans 9 mètres carrés, 22, 23 heures par jour, c'est-à-dire 99% de leur temps, ça doit être quand même extrêmement tendu. Je sais qu'il y a une prison où ça a un petit peu dégénéré, voilà, essayer de changer un peu les choses. Il y a une prison, la fameuse prison italienne, où ça a vraiment dégénéré parce qu'il y a eu une mutinerie, il y a eu des morts d'ailleurs côté détenus. Même si en France, la chancellerie a fini par accepter des libertés anticipées pour environ 5000 personnes, il n'empêche que c'est la chancellerie, ça n'a pas été un décret ou une ordonnance là de l'État, hein. C'est vraiment, on dira, en catimini. Mais qu'en est-il là vraiment du côté, parce qu'il y a un suivi psychiatrique aussi en prison, est-ce que tu sais, toi, dans quel état sont les prisonniers? Et je suppose l'état assez stressé, notamment en plus, une chose supplémentaire, parce que le trafic de drogue, en fait, le cannabis ne circule plus dans les prisons. Et ça devient un problème dans le sens où, entre ceux qui sont addicts, tout simplement que s'ils laissent sciemment passer le cannabis via les parloirs, vu qu'il n'y a plus de visite, il n'y a plus rien, c'est pas pour rien, c'est pour calmer aussi l'état des prisonniers et que là, il n'y a plus rien et que c'est en train vraiment d'imploser. Donc voilà, est-ce que tu sais, toi, deux, trois choses? J'ai pas d'informations précises. Je dirais juste une chose en parallèle par rapport aux EHPAD. Enfin, tout à l'heure, tu citais Oui. les malades mentaux, les vieux et les prisonniers. Il y a un point commun entre la prison et les EHPAD aujourd'hui, c'est que la décision a été de suspendre toute visite. Donc quand vous êtes vieux en EHPAD, vous êtes pas loin de l'incarcération, c'est-à-dire qu'il y a plus de visite. Il faut bien connaître les EHPAD, oui. Donc il y a là, une nouvelle fois une privation qui est extrêmement importante. Et donc si on fait le parallèle avec la prison, c'est une soupape enfin il y a plus de soupape parce qu'on sait que les visites c'est une forme de soupape. Alors il se passe un certain nombre de choses plus ou moins licites lors des visites, mais ça tout le monde le sait. Dans les prisons, les formes un peu illégales qui transitent, c'est aussi pour rendre vivable la prison et les consommations ou les circulations de drogue, c'est d'abord pour la paix sociale à l'intérieur des prisons. Donc évidemment que là, avec ce resserrement drastique sur ces conditions d'enfermement, on risque des catastrophes comme celle qui a eu lieu en Italie, parce que c'est invraisemblable. Et de la même façon, alors je ne sais pas quelles vont être les décisions dans les semaines qui viennent par rapport aux EHPAD et donc par rapport à nos anciens vis-à-vis de leur visite, parce que quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer. C'est quand même faramineuse et quelles que soient les mesures qu'on prenne, et bon, j'ai des échos par rapport à un EHPAD local. Ils ont contenu là, pour l'instant, il n'y a pas trop de malades, il n'y a pas trop de personnes contaminées, mais là, c'est en train de flamber. Sauf que déjà depuis 1 mois et demi, 2 mois, parce que les mesures avaient été un peu anticipées. Vous avez des personnes âgées qui ne voient personne, qui ne voient pas leur famille. Alors ils essayent de bricoler avec des écrans, mais ils sont complètement isolés. Donc on peut imaginer aussi, à moyen terme, la catastrophe que ça va être. Si les gens ne meurent pas, enfin, si les anciens ne meurent pas du Covid-virus, je peux vous dire qu'ils mourront d'autre chose. Alors, pour le dire simplement, ils mourront de chagrin, mais on le sait très bien aussi que des personnes âgées sans stimulation par leur famille, etc., se dégradent à une vitesse grand V. On observe un syndrome qui est assez connu par les gériatres, qui est le syndrome de glissement des personnes âgées qui finissent par dépérir. Donc là aussi, est-ce que c'est pas ce qui s'est passé justement avec les 800 et quelques morts qui ont été dénombrés dans les EHPAD du fait qu'ils ont été confinés? Alors ça c'est alors là on rentre dans un autre sujet qui est la question des chiffres et des morts et des machins. On ne sait, enfin, il y a des chiffres qui sont donnés concernant les EHPAD. Alors, est-ce que les gens meurent vraiment du Covid-virus ou est-ce qu'ils sont morts d'autre chose? Je ne sais pas si on a forcément le temps de faire la distinction, parce que comme il faut aller tellement vite aujourd'hui, je pense qu'il y a une surcotation des personnes décédées de Covid-virus, et peut-être qu'il y a des gens qui décèdent chez eux sans qu'on ait aucune information, alors que dans les EHPAD, comme tout est sous contrôle,
prélèvements, etc. Et parfois, il y a peut-être des personnes qui ont été prélevées Covid virus, mais qui sont morts d'un infarctus, enfin qui ont été donc prélevés, positifs, et dans la soirée sont morts d'autre chose. Mais comme ils étaient positifs, on va les compter comme Covid virus. Et à ce moment-là, ça vient grossir les statistiques qui servent évidemment les pouvoirs publics aujourd'hui. La tyrannie du chiffre, on voit comment elle fonctionne à plein régime ces derniers jours, où il y a un décompte permanent, perpétuel du nombre de malades, du nombre de morts, du nombre de machins. Mais évidemment que ces chiffres sont détournés, sont surcotés, sont un outil politique, ça c'est sûr. Nous, on invite les gens qui nous suivent sur Droits Citoyens de ne pas regarder les infos tous les jours, sans quoi il y a de quoi être malade. Et surtout ne pas regarder BFM, SCI, CNews, voilà. etc. Le matin, moi, le petit matin au petit déjeuner, je prends 10-15 minutes, je fais le point et puis voilà, je passe à autre chose. Alors justement, les restrictions qui sont liées dans les EHPAD, les personnes âgées qui n'ont pas pu voir leur famille et vice-versa, justement les familles qui n'ont pas pu voir leurs parents, pour la plupart qui sont décédés. Est-ce que là aussi, il peut y avoir quand même, je suppose, au-delà du deuil, quand même des problèmes psychologiques par la suite, de ne pas avoir vu quelqu'un auquel on tenait, qu'on n'a pas pu dire au revoir, ça doit être très dur. Et surtout, apparemment, que pour certaines personnes, ils ont su relativement tard qu'ils avaient perdu leurs proches. Alors comment dire, on n'arrivera jamais à faire la part des choses entre le chagrin lié au deuil, ou à la perte, simplement à la perte ou aux conditions de la perte. Mais évidemment que les conditions dans lesquelles les corps sont traités aujourd'hui, c'est-à-dire que nos morts du Covid, on les met dans des doubles sacs blancs, on ferme ça à double tour, on inhume ou alors on met dans un frigo, dans une patinoire et ensuite on enterre avec 3 personnes. C'est une catastrophe, on va dire, au sens humain. Comment on traite nos morts là dans ce contexte par rapport à une infection, certes, qui est grave, mais est-ce que ça impose forcément ces mesures-là? Oui, moi je trouve ça assez hallucinant de voir ça comme si on était vraiment en période de peste, vraiment. Oui, non, mais ça me rappelle vraiment ça, alors qu'il y a quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Pour vous donner un exemple, vendredi, j'avais une jeune fille qui venait de perdre sa grand-mère, donc elle n'avait pas pu aller la visiter ces dernières semaines en raison du confinement, et donc là, elle est décédée. C'est plutôt une grande famille. Cette dame avait beaucoup d'enfants. Ils vont se retrouver 10 aux funérailles. Donc je lui ai dit, qui va aux obsèques? Elle me dit non, c'est pas les obsèques, c'est enterrement. Sous-entendu, enterrement, il n'y a pas de cérémonie. On va pas pouvoir dire au revoir à notre grand-mère. On vient complètement tronquer ce rituel, ce rituel funéraire. Et c'est quelque part, c'est aussi catastrophique que d'autres éléments auxquels on est confronté en ce moment. Et peut-être, j'étais en train de penser par rapport à nos anciens et à nos vieux concernant les discours qui sont tenus ces derniers temps. Donc, quand on voit comment on les traite, comment on traite les dépouilles, c'est-à-dire que voilà, c'est le minimum du minimum concernant le rituel funéraire, et qu'on laisse dans la presse, voire dans les discours médiatiques, infuser des idées, mais qui pour moi sont scandaleuses. Je lisais l'autre jour un article d'une philosophe qui disait il faut que nous prenions alors d'une part conscience de notre vulnérabilité. Nous sommes évidemment vulnérables et cette crise sanitaire nous le démontre une nouvelle fois. Bon, certes, ça on a compris, mais ensuite nous devons prendre conscience que nous sommes maintenant un potentiel de dangerosité pour les autres et en l'occurrence pour nos anciens. Oh là là. Ça c'est encore de la belle philosophie. On va aller dans ce sens de cette idée, au point de refuser toute forme de visite à nos anciens et les laisser dépérir. Je peux vous dire que quand on voit les personnes qui circulent dans les rues, il y a plein de vieux qui circulent dans les rues. Eux, ils ont pris leur décision. Eux, ils veulent du lien social et ils s'en foutent de mourir du Covid-virus. Non, parce que oui, là, quand tu parles vraiment lien social, et là, c'est autant pour les EHPAD que pour les hôpitaux psychiatriques, mais il n'empêche que le lien social est hyper important. Quand je dis lien social, c'est parler à l'autre, mais c'est voir l'autre en vrai. C'est toucher, c'est le contact physique, la main sur le bras, aussi, etc. Voir. Oui, voir en vrai, mais aussi la base du contact physique, voilà, au quotidien, qui est un gros manque. Et quand j'ai parlé de l'article tout à l'heure, c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'ils se retrouvent avec les gestes barrières à ne plus pouvoir faire ça et se rendent bien compte que c'est extrêmement dommageable pour les patients ou je suppose aussi pour les vieux, pour avoir vu pendant un certain temps ma grand-tante
dans son EHPAD là au soleil à Saint-Étienne. Je sais vraiment à quoi ça ressemble. Je vois très très bien l'état des personnes âgées, notamment ceux qui sont déjà de toute façon même avant Covid, hein, qui n'avaient pas énormément de visites, mais à quel point ce fameux, comme tu dis, glissement se fait extrêmement vite surtout. Hein. Moi j'ai vu ma grand-tante à un moment donné, elle a lâché, bon, elle a tout lâché quoi. Voilà. Non, mais c'est par rapport à cette idée du contact et de la relation. Enfin, je reviens à notre sujet, notamment les consultations médicales et plus particulièrement psychiatriques. Là, en 15 jours, constatant le marasme avec des gens qui restaient chez eux, il y a eu un changement de position et on a demandé aux médecins, et notamment aux médecins spécialistes, de rester ouverts, de continuer à accueillir les patients. Mais on les a, on les a fortement, on leur a fortement conseillé de faire de la téléconsultation, donc de faire des consultations en visioconférence. Ce qui n'a pas l'air simple d'ailleurs. Alors, c'est à la fois, c'est pas. Alors déjà, il faut avoir un système si on n'est pas très débrouillard, il faut avoir un système informatique. D'autre part, vous avez comment ça s'appelle là, le site sur lequel maintenant tout le monde prend ses rendez-vous, Doctolib, a mis à disposition des caméras, etc. Mais faut savoir que les gens qui sont affiliés à Doctolib, mais qui ne consultent plus aujourd'hui, notamment les psychologues, orthophonistes, doivent continuer à payer leur redevance. Donc là, il y a une autre forme de scandale par rapport à la gestion des rendez-vous médicaux. Et pour ce qui est donc de ces consultations de télémédecine, donc qui sont valorisées en ce moment, c'était un petit peu des balbutiements avant la crise. Là, c'est quasiment comme si ça devenait la règle, alors que ça devrait rester l'exception. Et évidemment qu'en médecine, mais quelle que soit la médecine, il faut examiner les gens, il faut les avoir sous les yeux ou sous les mains. Et ça, n'importe quel médecin patenté le dira. Donc on ne peut pas pallier à cette situation par des téléconsultations, c'est évidemment que non. Et alors là, on vient sur l'autre problème qui est que il faut quand même protéger les soignants, avoir des masques à disposition. Là, ça fait des semaines qu'on n'a pas d'arrivage dans les pharmacies, c'est catastrophique. Alors évidemment, quand on est psychiatre, on peut tenir la distance requise de 1 mètre ou 2 derrière son bureau et on limite la transmission drastiquement. Mais pour les médecins traitants ou les médecins spécialistes, il faut examiner. Donc ça, c'est une évidence. Et en psychiatrie, la télémédecine, c'est pas possible à 100%. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est quand vous avez des patients qui sont délirants, persécutés, paranoïaques, les mettre derrière un écran avec une caméra. Il n'y a rien de mieux pour faire flamber leur délire. Ça, c'est la première chose. Oui, on imagine, oui. Voilà. Et la deuxième, vous avez des conditions de vie actuellement avec le confinement qui ne prêtent pas à la consultation. J'ai un jeune homme que je devais voir vendredi qui avait des symptômes. On lui a dit, vous avez peut-être le Covid. Donc je l'ai invité à faire une consultation par Skype parce que là, c'était évidemment une téléconsultation parce que c'était un moment où il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Il m'a dit, écoutez, non, c'est pas possible. Il y a des sujets dont je peux pas parler. Je vis dans un petit appartement avec mes proches. Les murs ont des oreilles, donc c'est pas possible. Donc évidemment qu'à un moment donné, on peut pas. La télémédecine, c'est pas possible. Non, mais c'est là où encore une fois, on voit très très bien la différence des confinements en fonction de notre richesse, de notre classe sociale. Hein. Ça, c'est le truc qui revient on a une grande maison qu'on peut se mettre à l'autre bout de la maison, dans une petite pièce, pas de problème. Vous vivez dans un appartement 3 pièces à 5, vous ne pouvez pas faire de téléconsultation. Et je vous dis pas comment le télétravail, pour ceux qui le font dans des petites conditions, comment ça devient invivable. Là aussi, on commence à avoir des échos. Le télétravail, c'est infernal. Ah oui, non, mais je pense que pour les familles, ça incombe toujours quand même malgré tout aux femmes qui sont en télétravail et qui s'occupent en plus de leurs gamins et dont elles suivent les cours. Mais ça doit être un gros pétage de plomb. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo là qui tourne un peu sur Facebook là-dessus, où c'est une mère qui est enfermée dans son placard avec une lampe de poche et qui parle « Sauvez-moi, sauvez-moi, je ne peux plus, je ne sais pas », et qui remercie tous les profs et qui est, comme si elle avait 10 000 monstres derrière elle. En fait, on entend juste la voix de son fils. Comment on fait les racines carrées? Comment on fait ci, comment on fait ça? Et elle déboulonne, quoi. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, je plains un peu les familles qui doivent avoir cette charge de travail personnel, professionnel, et puis s'occuper de leurs gamins en même temps, ça ne doit pas être facile. Alors,
vous donne peut-être une petite anecdote assez rigolote d'il y a quelques jours, alors je suis complètement d'accord avec vous, c'est ingérable et déjà de base, on voit ces dernières années de plus en plus, on demande aux parents de participer à la scolarité de leurs enfants, mais jusqu'à très tard, jusqu'au lycée, les parents doivent suivre les devoirs, vérifier les notes, etc., etc. Alors là, avec le confinement, c'est plus de la vérification, c'est du travail scolaire. C'est-à-dire que les parents, pour un certain nombre, se sont transformés du jour au lendemain en auxiliaires des profs. Oui, puis moi j'ai même vu dans la rue un père qui était avec ses enfants et qui faisait faire les cours de maths, enfin des révisions de maths à son fils, tu vois, pendant la petite balade dehors, quoi. Et tu sentais le père, il s'accrochait à ses petites connaissances mathématiques, c'était pas facile. Alors pour la petite anecdote, c'est qu'un jeune homme qui m'explique donc premier trimestre, il dit j'avais des notes catastrophiques, j'avais 8, 10, c'était très laborieux. Et là, il dit, depuis le début du confinement, ça va mieux. J'ai des super notes. Ah bon? J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il dit, j'ai ma mère avec moi, etc. Mais j'ai dit, mais c'est pas avec vous. Elle travaille pour vous. Il me dit, oui. Il dit, on a eu des 16, on a eu des 17. Dit, c'est ça. Je lui ai dit, par contre, elle pourrait faire des efforts quand vous avez des 12 et 13. Et globalement, c'était assez comique. Lui, il en a largement souri. En fait, c'était plus ses notes, c'était les notes de sa mère qui a passé les 15 derniers jours à faire les cours avec lui, à faire les notes à faire les interrogations avec lui. Donc on a des situations cocasses comme ça où dans l'extrémité, on voit des parents qui se sont remis au collège. C'est pour ça que le ministre Blanquer a précisé que pour cette année, ce sera le contrôle continu, mais que les notes qui ont été données pendant le confinement ne seront pas prises en compte dans la moyenne du... Non, mais voilà. Pas de favoritisme pour maman. Bon, c'est ça. Il est 21h55, vous êtes toujours en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen, en direct sur Facebook Live, et nous sommes en ligne avec le docteur Franck Enjolras. Enjolras, en fait. Mais c'est dur, hein. Non, c'est très stéphanois, Enjolras. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, pourtant. Et alors, psychiatre et docteur en anthropologie qui est avec nous et qui est sur Paris ou région parisienne? En région parisienne, oui. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, voilà. Ce soir, on décompresse un peu. Le coronavirus va-t-il nous rendre fous? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, pour certaines personnes, le confinement devient de plus en plus difficile et même pour moi d'ailleurs, ça devient tous. On le sent avec notre entourage, qui soit amical, la famille ou les collègues de travail. On sent qu'il y a quand même un certain éloignement. Au fur et à mesure, les gens se referment. Tout le monde se remet dans sa bulle, en fait. C'est ça. Et que moi, je me rends compte, c'est pas que moi, c'est effectivement, comme on parlait tout à l'heure avec Vincent, on s'appelle le moins. Même le téléphone, juste appeler au téléphone, il y a un peu, on répond comme on répond quand on a envie de répondre. Et c'est vraiment en mode survie, tellement presque tout nous agresse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant presque, parce qu'on en est à 15 jours là. Oui. Et je me dis, là, on est en train de passer peut-être dans le cap numéro 2 du confinement, c'est-à-dire après l'effet un peu tétanisé, qu'est-ce qu'on fait et la panique et une espèce d'excitation et positive et négative, mais parfois même un peu positive quand même, de l'espèce de truc comme ça un peu nouveau, d'être dans un état de repli où chacun reprend des petites habitudes. Et quand là, on parle quand même beaucoup de solidarité à avoir par rapport à ceux qui sont toujours dehors en train de travailler, par rapport à ceux qui n'ont rien, les associations qui continuent d'ailleurs d'essayer de faire du lien social, notamment pour les courses, pour faire attention que les personnes seules ne meurent pas toutes seules, entre autres, pour les plus âgés, les plus fragiles, mais qu'à côté de ça, il y a toute une perte comme ça où, moi je dis souvent actuellement, c'est que tout m'est virtuel en fait. Hormis la répression policière, la dictature en marche, tout m'est à 100% virtuel, même quand je suis ici dans ce studio, même les amis, enfin, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, en fait. Et ça, est-ce que toi, tu as des choses à raconter là-dessus par rapport à ce que te disent tes patients? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait la lune de miel du début de confinement pour un certain nombre de personnes suivies par un psychiatre qui ont des problèmes psychiatriques. C'était plutôt une sorte d'accalmie ou un aspect positif de cette mise à niveau. On va voir dans les jours qui viennent ce qui peut se passer. Là déjà, ces derniers jours, je commençais à avoir des discours de personnes qui commençaient à souffrir cet isolement et surtout de cette privation de liberté. Et comme vous le disiez très bien, il y a
une telle réorganisation de notre mode de vie où en fait il faut baliser son quotidien pour vivre cet enfermement. Et ben, il y a un certain nombre de choses qui finissent par se limiter, notamment il y a eu un emballement au début du confinement sur des aspects plutôt comiques. Tout le monde se relayait des vidéos, des images sur le côté un peu humoristique du confinement. Et là, on commence à prendre la mesure. Alors, c'est peut-être là aussi tout l'intérêt de cette crise, c'est-à-dire qu'on peut peut-être, alors c'est le petit espoir qu'on peut avoir, c'est de se rendre compte comment on est allé loin ces dernières années dans la limitation des rapports sociaux, dans la limitation d'un certain nombre de choses, et notamment par la prise de pouvoir du numérique. Et quand je dis prise de pouvoir du numérique, je parle notamment par rapport aux conditions de travail, par rapport à des nouvelles formes de travail, qui fait que il y a des aspects qu'on peut considérer comme des aspects de dépersonnalisation, ou de limitation des contacts sociaux, qu'on expérimente là à vitesse grand V par rapport à ce confinement. Donc peut-être qu'il va y avoir plus qu'une prise de conscience, une décision d'action pour limiter un certain nombre de choses qui sont contraires à la vie humaine. Donc je pense qu'on pourrait donner tout un tas d'exemples, mais rien que pour vous dire, là j'ai un autre patient qui me racontait, il travaille dans une grande société française, donc lui il disait moi pour l'instant je vais pas me plaindre, je touche encore mon salaire, je travaille, je fais du télétravail, mais il me dit le télétravail, premièrement, vous imaginez pas, on est obligé on s'est fixé des règles dès le début parce que sinon c'était la mort, c'était plus de vie privée, vie professionnelle à la maison non-stop, c'est les yeux rivés sur un écran avec une obligation de se concentrer sur un micro, ce qui est extrêmement fatigant, quasi l'impossibilité de prendre des pauses parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, et donc là où on a l'impression, parce qu'on est chez soi, qu'on est un peu plus libre, c'est une perte de liberté une nouvelle fois, et c'est des conditions de travail qui pourraient devenir insupportables. Le fait de ne pas avoir de contact avec les autres, si ce n'est par un coup de fil ou un Skype ou une vidéoconférence, c'est invivable. Donc là, les gens font cette expérience. Espérons que ça puisse aider à faire des choses qui se sont drastiquement dégradées ces dernières années. Mais je pense pas que ça va forcément aller en s'améliorant. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une des choses sur lesquelles il va falloir faire énormément attention en sortie de confinement. C'est-à-dire, c'est la notion du télétravail et même ce qui est déjà en place, du prolétariat du numérique. C'est-à-dire toutes les personnes, on sort des usines où on est dans le bleu de travail. Là, on est devant notre ordinateur. Il y a plein de gens qui font ça, les modérateurs, les plateformes téléphoniques, etc., etc. Juste les gens qui font juste de la maintenance informatique et qui sont arrivés à leur écran. Et c'est ça leur job, ils ne voient personne. Et c'est vraiment le nouveau prolétariat. Et je pense que là, avec le confinement, il y a je pense que nos petits penseurs économiques, etc., dans nos hautes sphères, avec leur tout petit cerveau, sont en train quand même de beaucoup, beaucoup penser ça. Et quand on voit comment les profs, qui est une bonne chose, c'est-à-dire que pour certains élèves, n'ont jamais été aussi proches d'une certaine façon de leur prof, et inversement, en fait, via les mails où il y a les élèves qui demandent mais comment vous allez, etc. Enfin, une relation extrascolaire qui se met en place. Mais on se rend quand même bien compte que, et les parents d'ailleurs, je pense pour beaucoup de parents, enfin, ou de nouveau, se rendre compte de la place du professeur, et que c'est extrêmement dur d'être prof. Quand on essaye d'être prof juste pour son enfant, ou à la rigueur c'est 1, 2, 3 enfants, quand on est prof devant 30 gamins et qu'on a 10 classes, on voit bien la portée du travail, et j'espère qu'on mettra quand même les profs comme les soignants, comme toutes les personnes et leur profession essentielle au centre de la table pour bien repenser ça. Mais pour moi, le numérique reste quand même quelque chose de très très dangereux, et le télétravail aussi. Même s'il y a le côté, certains sauront effectivement qu'ils font vraiment des fameux bullshit jobs, les jobs de merde, mais je ne suis pas bien sûre que tout le monde se remettra réellement en question, et certainement pas dans les sphères du management. Là, avec le confinement, on se rend compte que justement, les humains, en général, ils ne sont pas faits pour vivre comme ça, confinés. Oui. On est obligé d'avoir une vie sociale, on ne peut pas. Alors forcément, il y a des jobs. Moi, j'ai travaillé très jeune sur des plateformes téléphoniques. Je sais ce que c'est d'avoir un casque, un micro sur la tête pendant 7 heures d'affilée. C'est très difficile déjà en soi, donc je plains ceux qui font ça et qui n'ont pas l'habitude. Qui n'ont pas le choix. Et qui n'ont pas le choix. Puis...
Donc là, on se rend compte justement que le confinement, ça pèse sur le moral. Oui, évidemment. Et puis par rapport, Linda, tu parlais de l'école. Alors évidemment, oui, il y a les profs là qui sont un petit peu plus disponibles. Je pense que la trop grande disponibilité des profs a aussi son travers, et ça c'est un autre sujet, mais c'est qu'au bout d'un moment, une espèce d'intimité qui peut être très difficile à porter, parce que vous avez des jeunes gens qui du coup deviennent des confidents, puis le jour où ils vont pas très bien, là les profs sont complètement dépassés, donc bon, ça c'est une autre complexité. Mais pour ce qui est de la question des cours comme ça, numérisés ou par plateforme, le premier à avoir commencé à dire attention avec ces histoires de confinement et de privation de liberté sur des normes sanitaires, c'est un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben, et qui s'est fait complètement laminer par la presse italienne. Et c'est l'un des premiers qui a dit attention, avec des mesures comme ça qui sont d'une part privatives sur un certain nombre de choses, un certain nombre de droits et de libertés, dans un moment extrême, fait qu'il n'y aura jamais de retour total en arrière, et notamment pour ce qui est des cours, quand on aura fait de l'expérience, notamment alors pour le lycée, mais surtout pour l'université, de diffuser des cours comme ça de manière extrêmement large à toute une population, on va décider de fermer un certain nombre d'universités, on va fermer un certain nombre de postes de professeurs, parce qu'on se dira, un professeur qui fait un cours pour 200 personnes en amphithéâtre, qui est en contact avec eux, il peut le faire pour 600, pour 800, il n'y a aucun problème. Avec le numérique, on va pouvoir faire des économies drastiques de postes, de locaux, de moyens. Donc le confinement peut nous amener aussi vers ces travers-là, s'il n'y a pas une prise de conscience politique, en se disant ce qu'on vit là peut nous amener dans des catastrophes en termes d'accessibilité à tout un tas de choses. Donc on est d'une certaine façon, on est un peu des bêtes de laboratoire en tout cas. Mais là on est des bêtes totales. Pour vous donner un autre exemple par rapport à un petit peu de théorie, mais celui qui a édifié une théorie qui est vraiment à l'œuvre aujourd'hui, c'est Michel Foucault, qui s'appelle la théorie du biopouvoir, à savoir ce sont les normes de santé qui dictent l'organisation de la société. Aujourd'hui, c'est des normes de santé qui ont fixé le fait qu'on soit tous enfermés chez nous parce qu'il y a la crainte d'un virus, de sa dissémination, et qui va réorganiser complètement, donc c'est des normes produites par la médecine, qui vont réorganiser complètement nos rapports sociaux, qui vont réorganiser l'accès aux droits, qui vont réorganiser les moyens qui vont être diffusés en termes, comme je disais, d'université. Pour vous donner un petit exemple, là, quand on voit en quelques jours comment les gens, du fait de la crainte de la transmission, ont modifié leur comportement dans l'espace public. Et ça a été extrêmement rapide. Acheter sa baguette à la boulangerie, c'est confondant et renversant de catastrophe. Alors moi, j'ai une toux nerveuse, surtout en cette période de printemps, parce qu'en plus, il y a les allergies au pollen qui vont arriver. Moi, j'ai une toux nerveuse, donc ça m'arrive souvent de tousser parce que c'est nerveux. C'est ça. Et ça a commencé, mais même avant le début du confinement. Je prenais le bus, il suffisait que je tousse, et là, je vais retousser, là. Et il y avait 2 personnes qui me regardaient déjà, qui avaient retourné la tête, qui me regardaient en disant il doit avoir le coronavirus, quoi. Mais tout. Et on a pris tous des réflexes extrêmement par rapport à ça pendant quelques temps. Alors, est-ce que ça va durer longtemps ou pas, mais ça peut durer extrêmement longtemps. Et on voit comment, à une vitesse mais faramineuse, les comportements sociaux ont été modifiés par des directives sanitaires extrêmes liées à à des pouvoirs publics, parce que c'est pas que la France, ça s'est propagé à l'échelle planétaire. Alors, est-ce que c'est du fait de l'interdépendance des États qui, parce qu'un a pris cette mesure et comme on a des liens économiques très forts avec eux, on prend les mêmes décisions, on ferme les frontières, et puis surtout par manque de moyens pour gérer les malades graves. C'est surtout le manque de moyens qui fait qu'on se retrouve confiné dans certains pays et pas d'autres. C'est les manques de moyens, c'est les manques d'anticipation en termes de besoins qui font qu'on en est à cette catastrophe. Le fait on est dans une organisation où on est adepte de la prévention des risques, on est tout le temps dans le prévisionnel, etc. Sauf que c'est un prévisionnel qui, la plupart du temps, accouche de papier. Et puis surtout qui est quand même très hors réalité et très très pensé économiquement parlant. Et le jour où il y a un vrai problème, la machine est complètement emballée, enrayée et incapable de gérer cette situation. Et le seul moyen de la gérer, c'est de mettre tous les gens chez eux.
Non, parce que moi, ce qui m'a fait aussi, voilà, c'est notre capacité d'adaptation et à quel point l'humain, voilà, est, comment dire, obéissant. Oui, Quand on dit alors sur des pourquoi trucs, il est tu obéissant, et croises ça c'est quelqu'un dans la Agamben rue, qui tout le le monde se dit assez tourne. bien. Voilà, Il explique que qu'est-ce qui fait, enfin il parle de la vie nue. Alors la vie nue, c'est en fait c'est notre biologie, enfin c'est notre santé. Notre santé, c'est ce qui a, enfin c'est ce qui reste aujourd'hui comme l'espèce des trucs central, au-delà de nos rapports sociaux, au-delà de nos droits, etc. La santé prime surtout. Alors quand je dis ça, enfin je suis quand même mal placé pour en parler, encore que, mais pour dire que la santé vient organiser énormément de choses dans notre société, à un point tel que le jour où elle est menacée comme elle l'est potentiellement, et je dis bien potentiellement parce qu'aujourd'hui on ne sait pas véritablement quelle est l'incidence de cette pandémie, parce que comme tous les spécialistes virologues, épidémiologues, ils vont simplement de leur théorie personnelle. Alors ils ont bien entendu des données scientifiques, mais comme ça n'a jamais été observé à cette échelle, on sait très bien que pour donner des données scientifiques fiables, il faut des mois de travail et des mois de relecture des données. Donc toutes les études qui sortent aujourd'hui, elles sont complètement bidons. Et donc on est face à une incertitude. À ce point-là, bidon, parce qu'il y a quand même, voilà, par rapport au traitement d'hydroxychloroquine, pardon, enfin, les traitements de Raoult, ils se basent quand même, enfin, il y a quand même des données qui sont là, on ne fait pas ça vite dans l'urgence, parce qu'on dit on va faire des tests dans 1 mois, 2 mois, enfin, l'urgence, elle est maintenant, on n'arrête pas de nous seriner avec ce mot urgence, oui, non, mais c'est ça, et d'un coup, l'urgence, elle est très, très différée. Hein, alors, il y a José, justement, qui vient de nous écrire, enfin, si vous êtes beaucoup à nous laisser des petits commentaires, mais il dit justement que la peur nous rend dociles. Oui, mais exactement, mais c'est pour revenir à cette histoire de santé qui est prioritaire, comme c'est la santé qui est attaquée là, et c'est encore plus que par rapport, rappelez-vous, il y a 5 ans, par rapport au terrorisme, il y a eu plein de mesures privatives qui ont été oui, mais plus facilement acceptées quand même. Oui, non, mais c'est surtout que c'est passé et la comme une menace trappe, est bien plus faible que ce qu'on observe aujourd'hui par rapport au coronavirus en termes de vulnérabilité et d'atteinte à nos vies. Mais c'est exactement la même machine qui s'est mise en place, et c'est les peurs qui aujourd'hui, parce que ça atteint notre santé, qui fait que les gens acceptent qu'on les enferme chez eux, acceptent qu'on les prive d'un certain nombre de choses, parce que la santé est ce qui est essentiel aujourd'hui dans l'esprit des gens, ce qui se comprend quelque part. Oui, la santé et la sécurité. Hein, la sécurité, quand on dit privé de l'état d'urgence de 2015, voilà, nous a enlevé déjà des libertés. On se doute bien qu'après cet état d'urgence, on va encore en avoir en moins. Et puis, elles sont déjà votées par ordonnance en plus. Quand tu fais la comparaison entre sécurité et santé, alors déjà pour la sécurité, dans des proportions complètement invraisemblables, on a mis des mesures en place en France qui sont des mesures qui relèvent de l'état d'exception, enfin, ou de l'état d'urgence, et qui sont passées dans le droit commun. Mais là, depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, on vit en état d'exception, on vit en état d'urgence, mais à une vitesse faramineuse, et les gens ont accepté ça, mais très très facilement, et comme vous dites très bien, très docilement, parce que c'est la santé qui est au centre de tout ça, et que par ailleurs, comme la santé courir dessus, alors peut-être plus, enfin c'est là où par rapport au discours des scientifiques, quand on parlait du terrorisme, de l'islam, des extrémistes, là chacun peut donner un petit peu son point de vue. Quand il s'agit de la santé, on va avoir plus tendance à écouter des experts alors dits scientifiques, et ils le sont dans leur domaine, mais évidemment qu'ils le sont dans un petit domaine. L'autre jour, pour exemple, un virologue chinois qui a fait ses études aux États-Unis, bon, il connaît bien, c'est un des premiers à avoir observé le Covid-virus, qui a des connaissances assez pointues dans le domaine, mais tout d'un coup, lui, il observe ça dans un tube à essai, et là, il commençait à partir sur des grands discours sur les usages du masque, sur les machins. Enfin, en fait, il fait plus qu'un grand écart, il passe d'un extrême à l'autre, il passe de son petit tube à essai à des décisions à l'échelle de la population. Mais comment peut-on accepter ça? Comment des gens qui parlent d'un certain domaine se permettent d'aller
discourir comme ça aussi largement. C'est pour ça que je pense qu'il faut être prudent par rapport au discours scientifique des experts là qui passent dans la presse ou qui passent dans les médias ou qui sont auprès de notre président. Dans la mesure où on n'a pas suffisamment de données aujourd'hui, chacun y va de sa petite sauce et il ne faut pas être naïf sur les connaissances scientifiques. Qui plus est en médecine, bien sûr qu'il y a une donnée d'objectivité, mais il y a quand même aussi une part de subjectivité non négligeable, et ça il y a plein de chercheurs en sciences sociales qui l'ont démontré, que la science n'est pas dans un espèce d'état pur, et encore moins en médecine. Et c'est pour ça que tous ces discours qu'on entend ces dernières semaines dans les médias sur ça va être une petite pandémie, ça va faire des milliers de morts, ça va faire ci, ça va faire ça, chacun y va de sa popote, quoi. D'accord. Ça remet beaucoup en perspective nos scientifiques et nos spécialistes. Enfin, bon. Justement, alors quel crédit accorder au conseil scientifique auquel le président Macron fait souvent appel? Oui. Parce que là, il y a eu quand même dernièrement des quiproquos, c'est que maintenant il préconise quand même le port de masque, alors qu'avant il disait non, c'était pas la peine. Non mais comment dire, c'est toute une mécanique, c'est-à-dire que il faut remettre ça, enfin, on peut le lire que d'un point de vue politique, mais au sens de science politique. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui a besoin d'une certaine légitimité pour s'appliquer. Donc pour s'appliquer, il faut des discours. Et ça, vous avez plein de chercheurs en sciences politiques qui l'ont démontré. Le pouvoir, même dans les États totalitaires, etc., il y a toujours une bonne parole, il y a toujours un discours qui vient soutenir le positionnement. Et donc là, évidemment, que le discours politique d'un Emmanuel Macron qui vient se poser sur soi-disant un comité ultra scientifique, ça crédite sa parole d'une très grande légitimité, et ce qui rend du coup les foules dociles à une vitesse faramineuse. Mais je pense que... Oui, enfin, c'est surtout de l'endoctrinement de foule. Bah, ça me surprend encore, toujours. Il y a quand même suffisamment aujourd'hui de biographies d'hommes politiques. Je me rappelle toujours celle notamment de Rocard, qui à un moment donné, je crois que c'était pour une question d'inflation pour Mitterrand quand il était Premier ministre, Rocard, et qui, il y avait tout un panel de spécialistes, dossier à l'appui, recherche à l'appui, qui disent non, il ne faut surtout pas la faire. Et en fait, Mitterrand, qui le lendemain dit non, mais je vais la faire, et quelqu'un lui demande, mais c'est bon, mais les dossiers, non, mais on s'en fout des dossiers. Voilà. Et en fait, on en est, quelque part, on en est, enfin, c'était déjà le cas. Moi, je suis persuadée que c'est toujours le cas. Et que tous les spécialistes ne sont jamais écoutés, en fait. Enfin, tout dépend quand. En fait, là aussi, c'est-à-dire que il faut savoir que le pouvoir, quel qu'il soit, qui va s'appuyer sur des experts, ne cherche pas forcément à ce que l'expertise lui donne les moyens de prendre sa décision. C'est plutôt dans le sens inverse. C'est plutôt le pouvoir qui a une décision à prendre et qui va utiliser certains experts pour valider sa décision qui est déjà prise d'un point de vue politique. Et donc tout ce collège d'experts donne bien entendu quelques informations, mais la décision, elle est déjà, il faut qu'elle soit, elle est d'abord politique avant d'être scientifique. Donc c'est un leurre. Et puis il suffit de voir à l'intérieur de ce comité comment il y a des fractures déjà en 10 jours. Il y a notamment le spécialiste du plaquenil, qui du coup dit moi j'ai fait des études. Regardez, ils l'ont évincé. Vous avez un médecin généraliste qui travaille dans les Yvelines. Alors soi-disant pendant quelques jours il aurait dit ne démontons pas le système de santé. Il faut que les médecins traitants restent à leur poste. Ça, on l'a pas du tout entendu, puis là, tout d'un coup, soi-disant, ça sort, donc on voit qu'il y a des frictions, qu'il y a des tensions dans ce comité, mais qu'en fait, c'est le pouvoir politique qui décide avant tout. Ah oui, parce qu'on voit énormément de vidéos postées par des médecins, que ce soit généralistes, parce qu'ils ne peuvent plus prescrire de plaquenil notamment, d'hospitaliers qui ont fini, même avant l'accord du gouvernement, de mettre en place le traitement prescrit par le professeur Raoult. Enfin, au final, tout le monde y va de sa rage, de sa colère, et chacun finit par faire sa popote un peu dans son côté. Et ça finit justement avec une pétition qui a été lancée par Philippe Douste-Blazy pour que le gouvernement... J'ai trouvé ça assez cocasse d'ailleurs. C'est une situation quand même qui est assez gravissime. Si on disait que de Nicolas Sarkozy qu'il était
un personnage assez controversé, qu'il était narcissique, névrosé. Si on devait définir d'un point de vue politique, en matière de communication, le président Macron, ce serait quel genre de... D'un point de vue Oui. psychiatrique. Bon, personnellement, je suis toujours assez réticent à ce genre d'analyse parce que... Parce qu'il a, il a sa dernière, avec les dernières vidéos, le meilleur moyen de faire un diagnostic, c'est d'examiner les gens. Donc, pour faire un bon diagnostic psychiatrique, il faut s'être entretenu avec les gens pendant un certain nombre de consultations, et que prendre le risque de faire un diagnostic à distance, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il suffit de voir, vous avez vu pour Trump, le nombre de diagnostics qui sont sortis dans la presse. Oui, mais lui, c'est un personnage, lui, il est indéfinissable. Donc, personnellement, pour moi, je ne risquerais pas dans ce domaine-là, parce que voilà, ce serait... Et puis à la fois, je pense que c'est pas sa personnalité qui importe, c'est ses prises de décision, et on voit. Ah oui, mais là, ça pourrait être un sujet philosophique. À quel point la personnalité influe sur nos décisions. Hein. Oui, alors ça, c'est une question. Enfin, c'est une question que je me pose à moi-même par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que je me dis, il y a quand même, quand on voit de quoi a accouché cette crise sanitaire, donc des décisions politiques extrêmement fermes de restrictions, etc., d'un système qui a perdu complètement ses repères, donc d'un système managérial, d'un système qui travaillait sur le prévisionnel, qui est là et incapable de prédire à 2 jours ce qui va se passer. On se dit que le système était quand même déjà en place depuis un certain temps, bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et il n'est que on va dire, il est le digne représentant d'un système qui s'est infiltré dans notre société et dans tous les corps centraux de fonctionnement de notre société, que ce soit l'hôpital, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions scolaires. Quand on voit comment les choses fonctionnent pour beaucoup, toutes sur le même modèle, avec un système de chiffres, avec un système de contrôle extrêmement prononcé, avec énormément de technocratie. Voilà, Emmanuel Macron est à l'acmé de ce système qui est porté évidemment par des financiers, etc. Mais on a là la mise en valeur à travers cette crise du Covid-virus, les incohérences de système qui continuent à tourner à vide et qui est incapable de prendre des décisions politiques claires. Et on voit bien là, si ce n'est nous confiner, mais on voit ces derniers jours Macron qui un jour il était avec sa femme au théâtre à dire on n'a pas peur du Covid. Oui, après on maintient les élections, puis après j'enferme tout le monde chez eux, et puis alors là ces derniers jours c'est vous inquiétez pas, les masques arrivent, ne vous inquiétez pas, les masques arrivent. Quand on en arrive à ce niveau-là, on voit bien que ce système est complètement dépassé. Ah oui, mais dépassé certes, mais qu'est-ce qu'il est tenace et qu'est-ce qu'il va s'accrocher à son pouvoir. C'est ça le gros problème. On ne va pas pouvoir le virer comme ça. Vous avez les agences régionales de santé, vous avez les directions de la police qui continuent là en ce moment, ils demandent des chiffres. Alors c'est ce système des chiffres qui nous a mis dedans, mais évidemment pour l'instant le truc a tourné sur lui-même. Il demande plus des chiffres. J'ai un ami qui me racontait que son frère travaille pour la gendarmerie. Il faisait des chiffres mensuels. Là, on leur demande des chiffres au jour le jour. L'ARS, sur les EHPAD et les hôpitaux publics, ils exigent des chiffres pareils. À la journée, voire même à la demi-journée, entre ceux qui sont positifs, ceux qui ont été testés, ceux qui sont morts, alors que ça sert à rien, on s'en contrebalance. Ce qui est important, c'est qu'on s'occupe dignement des gens, qu'on les soigne avec des moyens, et quand on sait comment les gens sont soignés là, mais c'est une catastrophe. On en parlait tout à l'heure avec Linda concernant les EHPAD. Pour vous dire, la semaine dernière, un appel sur une EHPAD. Ma compagne travaille comme médecin coordonnateur. Elle a appelé, elle est appelée par l'EHPAD parce qu'elle a un monsieur qui désature, qui a de la température, donc qui est suspecté d'avoir le Covid. Il est mis sous oxygénothérapie, ça suffit pas, il est en détresse respiratoire. Elle appelle le 15 et là le médecin régulateur du SAMU lui dit « Ma petite dame, vous vous débrouillez. On a des directives, on ne se déplacera plus sur les EHPAD, vous vous débrouillez. » Sous-entendu,
hiérarchie, comme tu disais tout à l'heure, Linda. Il y a des gens qui sont prioritaires et les autres, on va les laisser mourir dans des conditions infâmes à l'EHPAD, sans moyens, etc. Donc on voit bien comment là, on est en train d'accoucher d'un truc invraisemblable. Mais alors là, pour demander des chiffres, ils sont bons, mais pour venir sur le terrain et s'occuper des malades, alors là, il n'y a personne. Et puis, il y a surtout plus de médicaments parce que personne n'a anticipé les commandes. Et vous avez l'hôpital qui est à corps et à cri, qui pleure pour avoir des médicaments, à un point tel que des réserves avaient été faites sur certains EHPAD ayant un peu anticipé l'arrivée de l'épidémie. Et ben vous avez un décret qui est sorti en début de semaine exigeant que les EHPAD rendent les médicaments à l'hôpital qui n'a pas su faire ses propres réserves. Donc c'est pour vous dire que derrière tout ça, on considère qu'on va laisser mourir nos vieux dans leurs EHPAD sans médicaments, dans des conditions affreuses. Tout ça parce qu'on n'a pas organisé les soins correctement à l'hôpital, par faute de moyens et par faute de compétences, à mon avis. D'accord. Merci en tout cas pour ton intervention et pour toutes tes précieuses informations et puis ton regard aussi en tant que psychiatre sur ce qu'il en est aujourd'hui dans ce domaine-là. Je crois que l'émission va arriver sur sa fin. On va faire une petite pause, puis après on reviendra. En tout cas, merci Franck. Je ne saurais pas dire le nom parce que Angeldras. Juste peut-être pour terminer, je voulais juste vous faire une petite citation d'un monsieur que j'ai vu il y a quelques jours qui m'a donné un petit commentaire concernant le virus. Il me dit, vous savez, ce virus est extraordinaire. Alors je dis, ah bon, pourquoi il est extraordinaire? Il me dit, il tue les vieux, il préserve les jeunes, il expose les pauvres, en l'occurrence les caissières, les gens qui font des livraisons. Il met les riches en télétravail au chaud et pour un certain nombre qui vont toucher leurs dividendes. Et la bourse va être purgée dans quelques jours sans aucun problème. Et le monde va repartir comme il était. C'est un virus capitaliste. Voilà c'était sa remarque. C'est une assez bonne remarque. En tout cas, merci pour l'intervention. C'était sympa. Au moins, on a bien discuté. Pour une fois, on a eu un docteur avec nous. Voilà. En tout cas, merci et peut-être à très bientôt sur l'antenne, Franck. Oui, à très bientôt. Merci. Au revoir, Franck. Merci pour l'invitation. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Alors, vous êtes toujours en direct sur Droits Citoyens. Nous sommes samedi 4 avril, il est 22h25. On va faire une petite pause musicale, Linda, et puis on va revenir d'ici 2 petites minutes. On va balancer le son de la compagnie des mômes, des jolis mômes qui avaient repris la chanson On est là, justement dédiée en soutien aux personnes hospitalières. Et puis on revient d'ici 2 petites minutes. On est là, aux fenêtres et au balcon, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les milliards aux entreprises sonnent toujours, ils priorisent leurs intérêts sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les précaires ont travaillé sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là.
De retour sur Droit Citoyen, merci à tous de nous suivre. Nous sommes en direct sur Facebook Live, mais on va rester encore quelques minutes et après on va vous dire bonsoir. Alors juste pour rappeler qu'il y a un numéro de ligne d'urgence qui a été lancé par des pédopsychiatres et des psychologues pour répondre à la souffrance psychique des enfants et des familles dans cette situation de catastrophe sanitaire. Donc c'est intitulé Macabane, donc c'est un dispositif qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le numéro de téléphone c'est le 01 82 88 23 28. Donc c'est un numéro qui a été mis en place pour des besoins de pédopsychiatres et pour la destination des familles. Si vous êtes une personne seule et que vous avez forcément besoin d'écoute et d'avoir des réponses à vos questions, il y a le numéro vert, le 0813 0000 0813 0000 qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On voulait faire une petite parenthèse par rapport à... Alors apparemment ce serait un fake. En fait, c'était une polémique qui a été relayée sur Internet. Donc, c'était un chercheur lillois et un médecin qui devait s'excuser apparemment à propos d'une polémique qui avait été fortement critiquée dans laquelle il s'interrogeait sur l'opportunité de tester un vaccin en Afrique contre le coronavirus. Alors, c'est un fake ou c'est pas un fake ? Alors moi, de ce que j'ai vu, c'était un montage en fait, parce que c'est quelque chose qui est passé notamment sur Facebook et qui a été démenti, mais vraiment dans la journée, fin de journée, et comme quoi c'est vraiment un montage et que ça avait été hors entièreté du propos et qui était que oui, en fait, là, en priorité, ce sera testé, ces choses qui sont de toute façon, et c'est le protocole, testé en Europe, testé dans le monde occidental, on va dire, ensuite, et après, oui, ça sera testé dans les autres continents, dont l'Afrique. Voilà. D'accord, mais c'est cette hiérarchie-là, et ce n'était pas du tout juste, oui, on va le tester en Afrique. Oui. Non, c'était vraiment hors contexte. Sous-entendu que en oui, Afrique, qu'on allait comme des cobayes. En fait. Exactement, avec le propos bien raciste, etc. Non, c'est vraiment hors contexte. Il n'y avait pas la phrase entière comme quoi, non, c'était en priorité en Europe. Hémisphère Nord, on va dire, puis tous les autres continents, dont l'Afrique. Et il y avait une deuxième polémique aussi qui m'avait un peu perturbé ce matin. Emmanuel Le Chypre, présentateur de la chronique économique de BFM TV, avait dérapé en direct de manière audible ce samedi matin, alors que la chaîne d'info en continu diffusait des images de 3 minutes de silence pour la cérémonie d'hommage au peuple chinois aux victimes du coronavirus, et que retentissaient les sirènes. Il a chuchoté. Ils enterrent des Pokémon. Et il pensait que le micro était fermé. Voilà. Donc il a dit, ils enterrent des Pokémon. Alors toi, qui est d'origine asiatique, on a déjà parlé justement souvent de la discrimination et du racisme. J'en sais rien, c'est au-delà, c'est même pas le terme lamentable, enfin surtout maintenant je trouve dans les médias de dire c'est lamentable, c'est ignoble, c'est indigne, ça veut un peu plus rien dire. Non, c'est juste profondément raciste, au-delà du racisme asiatique, et que c'est quelqu'un qui se permet de faire une réflexion comme ça hors micro, et je pense à des gens qui disent le micro était fermé, et d'ailleurs il a fait des excuses pour dire en fait mon micro était en fait ouvert. Ça dit bien quand même la valeur de ces excuses, mais c'est quand même que ce type-là se permette ce genre de réflexion, que ce soit enregistré ou pas enregistré, c'est-à-dire qu'il est capable de le faire tout simplement avec ses amis, et c'est raciste, ce genre de blague. Mais les Pokémon, alors les Pokémon c'est quand même japonais à la base, ce n'est pas chinois, l'Asie c'est un vaste continent qui ne se cantonne pas à la Chine, et au-delà de ça, c'est d'une médiocrité sans nom, et qui montre bien la taille de ce petit machin là, qui est vraiment très très médiocre, et qui montre bien aussi ce qu'est les médias, les fameux chiens de garde, encore, toujours les plus lamentables, les plus mauvais pour faire de l'information. C'est juste, je sais pas, moi ça me donne une grande envie d'aller vomir quand j'entends ça. Alors justement, les réseaux sociaux, ils sont enflammés suite à la séquence de cette petite parenthèse. Oui, et puis après celle de l'allemand, ça faisait beaucoup de petites phrases. Voilà. et justement, ils ont cité justement cette intervention comme un racisme médiatique. T'en penses quoi ? Racisme médiatique. Médiatique, ouais, ça se Oui, enfin, pour moi, ça veut rien dire. Il y a le racisme, point, qui soit relayé par des corps que ce soit les médias, que ce soit le pouvoir, c'est juste du racisme, c'est tout. C'est qu'il explose comme ça de façon aussi facile dans les médias,
Il faut savoir quand même, alors je crois qu'il y avait une des émissions, je le disais aussi, ça fait un moment que c'est comme ça. Quand Michel Leb faisait ses sketchs sur Gêner personne, Non. quand À l'époque, non. Madame Bettencourt parlait de son fameux collègue, d'ailleurs on n'a jamais su son nom d'ailleurs à ce monsieur, Le Grindry. qu'elle appelait Grindry. Ouais, Madame Alcani. Ça date de 2011-2012, enfin ça n'a choqué personne. Il y a maintenant, je crois, c'est 4 ans, le match Roland Garros, Nishikori Tsonga, moi qui m'a fait bondir, où Monsieur Chamoulo se permet de parler en parlant de Nishikori qui est japonais. Dire, il est pas à prendre avec des baguettes aujourd'hui. Ah, c'est bon, il repart comme une mobilette. Et son collègue qui se permet en plus de dire non, mais oui, c'est quand même un peu tendancieux ce qu'on dit. Ah oui, mais quand même, en même temps, si on dit pas ça, on dirait, il n'y a pas de sushi à se faire. Mais c'est hallucinant. Surtout que son gars, c'est quelqu'un qui est métis. On aurait fait des blagues sur ça par rapport à son côté noir, mais franchement, tout le monde aurait fait un tollé. C'est-à-dire que dans le racisme, non, faut toujours y aller, un racisme après l'autre. Et là où l'universalisme perd beaucoup de points, c'est que c'est un racisme après l'autre. Donc, alors, les jeux de mots d'autrefois ne sont plus les jeux de mots d'aujourd'hui et que non, mais la société, voilà. Elle mais prend conscience qu'il y a des choses qu'il fallait pas dire. Ouais, mais c'est extrêmement long de comprendre que non, on ne dit plus Youpin, on ne dit plus Bougnoul, et non, on dit plus Nyakwe ou Shintok. Voilà. Et qu'on ne dit plus voleur de poule non plus, au passage, j'anticipe. Mais non, en fait, on ne dit plus pour une population, on ne dit plus pour personne du tout. Ouais. Alors pour revenir au coronavirus et par rapport aux mesures qui ont été prises pour les entreprises, à Toulouse, il y a un collectif qui lance une opération qui s'intitule Grève des loyers pour justement compenser un peu le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de précarité, il y a des personnes qui sont au chômage et puis qui vivent aussi pour certains de licenciements économiques. Donc il y a un mouvement qui a été lancé sur Internet qu'on peut retrouver. Alors il suffit alors il y a la Confédération nationale du logement aussi qui réclame un moratoire des loyers dans les parcs privés et sociaux. Donc il y a pas mal de choses qui se bougent de ce côté-là. Et c'est une initiative qui a été lancée au Québec et en Espagne justement pour faire en sorte que les loyers soient gelés ou reportés ou diminués pour éviter justement une surcharge de dépenses. Sachant qu'il y a toutes les factures apparentes à la vie du foyer. On va terminer en tout cas pour ce soir, parce qu'on a été vite, là, on a essayé de clôturer l'émission assez vite. Je voulais vous remercier, vous tous qui nous avez suivis sur Internet, sur Facebook Live en direct. Merci à tous. N'oubliez pas quand même de bien vous informer, d'aller chercher vos informations, d'aller chercher les sources aussi. Beaucoup de choses fausses tournent actuellement, on l'a démontré un petit peu, à tout un chacun de faire ce travail aussi. Et n'oubliez pas que la lutte continue, et là c'est mon côté gilet jaune qui le dit. Nico fait tourner une lettre ouverte en ce moment justement pour suivre dès que les soignants notamment seront prêts, et on descendra tous derrière eux. Il faudra être tous avec eux et derrière eux et à côté d'eux. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Donc on rappelle bien qu'il faut relativiser, qu'il faut aussi se reposer, il faut avoir une très bonne hygiène de vie. En tout cas, merci Linda de nous avoir accompagnés pour ce soir, merci. Et bon moral à tous. Voilà, et à très bientôt en tout cas sur l'antenne de Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Droit Citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit Citoyen. Il faut changer cette société. Il y a 9 millions de personnes en France qui souffrent. Je dis bien 9 millions de personnes qui souffrent. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.